Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Bienvenue, Ariane, sur notre balado. Merci d'être là. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un médecin. Il était temps. On aime avoir la réputation de la grande chance d'avoir des médecins sur notre balado. Oui. J'ai l'impression que vous êtes tellement occupés, puis en même temps, c'est ça. Une grande tour privilégiée. Privilégié, c'est ça. Ça fait vraiment plaisir. Je me sens privilégiée aussi d'avoir cette tribune pour essayer d'éduquer, informer, améliorer la santé du Québec. Oui, parce qu'on va parler de ménopause aujourd'hui. Oui. Sujet que ça fait longtemps qu'on veut aborder aussi. Ménopause. Sujet d'alors. Et comme du sprinkle aussi de périménopause. Oui. Il y a tellement beaucoup. Puis même moi, j'ai hâte parce que je me connais quoi pas la vraiment. périménopause? Je connais pas On va y vraiment, aller. franchement. Puis j'ai beaucoup de questions souvent de mes patientes. Puis de mais mon médecin m'a suggéré ça, mais après, je suis allée voir un autre médecin. On m'a pas dit la même chose que je lis, peut-être pas ce que j'entends ailleurs. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Mais avant toute chose, juste pour briser la glace et rendre ça un peu moins stressant plutôt, on débute avec des petites questions en rafale. Ouf! Tu vas voir, ça va bien aller. T'es prête? OK. You got this. Si tu n'étais pas médecin, quel autre métier aurais-tu fait? Je me pose souvent cette question-là, mais j'ai en fait l'impression en ce moment de vivre un peu ce rêve d'essayer un autre métier en travaillant avec un start-up. Donc, le côté entrepreneur, souvent les gens me l'ont dit que c'était en moi. Alors, c'est ce que j'essaye en ce moment. Bonne réponse. La question la plus difficile. T'es prête? Est-ce que t'es plus thé, café ou autre drink pour passer à travers une longue journée? Ah, café. Café noir, définitivement. Café noir. Il me semble que je me serais attendue à rien d'autre d'une médecin. Plaisir coupable qui te fait du bien. Série, bouffe, activité, peu importe. Guilty pleasure. Là. Ouf. Je sais même pas ça serait quoi le mien. C'est difficile. C'est vrai? Non, je sais. Après ça, c'est tout le temps le côté coupable. Pas obligé de te sentir coupable. Moi, dernièrement, c'est la série Love is Blind. C'est des gens qui se parlent à travers un mur puis ils se fiancent avant même de se voir. Quand même très coupable. Ouais. Peut-être de danser dans le salon avec mes filles, mais je le fais pas assez souvent. Ah! Tu sais, de juste vraiment lâcher prise pour penser à la personne qui te regarde. Est-ce que tu aimes Meredith Grey? Est-ce que tu écouté Grey's Anatomy? Oui. Elle faisait ça, des C'est vrai. dance party, mais ça, c'était ça. Ouais, dance it out. J'adore. Dernière question, c'est-tu à moi ou à toi? Et je pense à toi. Qu'est-ce qui t'aide en tant que médecin à avoir un équilibre de vie? Que ce soit sport, une routine précise, name it. Oui, ça, c'est tellement important, mais je dois dire que je trouve ça encore plus difficile dans le monde de l'entrepreneuriat d'avoir un équilibre de vie. C'est intéressant. En fait, c'est que dans ma pratique d'urgence, il y avait un côté que j'aimais beaucoup, que c'est rare pour des médecins, mais j'avais un travail plus punch-in, punch-out, comme un shift worker ou un travailleur sur des chiffres. Et j'avais vraiment cette capacité naturelle de sortir de mon travail puis tout de suite de passer à d'autres choses. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui pense à ce qu'elle a fait ou se questionne. Donc, je pense que c'était quand même fait pour moi dans un sens. Tandis que là, je suis plus en mode travailleur autonome, je travaille beaucoup de la maison.
une liste de to-do, c'est interminable. Donc, de mettre les limites, c'est difficile, mais le sport, vraiment, définitivement. Maintenant, tous les jours, vraiment. S'il y a une journée que je passe parce que j'ai dû commencer à 7h30 ma journée de travail ou que j'ai pas été capable le matin ou les enfants et tout, dans ma routine, j'ai pas rentré une activité physique, je le sens physiquement. Ouais, on le ressent. Hein? Je le sens vraiment physiquement, la différence dans comment je me sens, dans comment je dors, dans comment ma tête est. C'est fou. Donc, moi, j'adore parce qu'après cet épisode-là, on va pouvoir dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est plus difficile que médecin. À l'urgence! Ça va aller. Moi, ma job est plus difficile qu'un médecin à l'urgence. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aime bien poser une première question qui est souvent la question la plus difficile, mais qui es-tu, Ariane? Ouf! C'est vrai. C'est la plus difficile. Ça peut être différent de jour en jour, mais qui es-tu? J'aime bien me définir comme quelqu'un qui essaie de penser autrement, très dynamique, qui adore la nouveauté. Je pense qu'il y a un côté de moi qui vient du fait que mon primaire était dans une école alternative. Oh, wow! Donc, ça amène non seulement la capacité d'adaptation, mais beaucoup, étant donné que c'est beaucoup autour des projets puis de l'autonomie, ça prend un but aussi à ce qu'on fait puis une raison. Donc, de juste faire quelque chose parce que c'est vraiment pas moi. J'ai besoin de sentir que ça fait changer quelque chose. Puis aussi de trouver des solutions. Donc, c'est vraiment ce qui me définit, je trouve, aujourd'hui, puis dans mon nouveau travail aussi. Quelqu'un qui valorise beaucoup les amis, la famille, évidemment, ma bulle familiale, mais les relations, les vraies relations. Donc, des amis, mais d'être les bonnes amitiés. J'adore quand les gens ne se définissent pas par leur métier. Oui. J'adore ça. Vraiment. Si on n'en avait pas parlé au début, personne ne saurait que tu es médecin en ce moment, avec ta définition. Mais bon, au-delà de ça, tu es également médecin. Oui. Tu travailles où actuellement? Donc, moi, j'ai eu une carrière assez atypique comme médecin. À chaque fois que le monde me pose cette question-là en ce moment, je réponds une longue réponse parce que je ne travaille plus dans un hôpital en ce moment. La vie m'a apporté la chance d'aller vivre 2 fois en Angleterre et de travailler là-bas comme médecin, ce qui m'a aussi fait voir une autre facette de la médecine et de moi-même, puis m'a ouvert à toutes sortes d'opportunités. Ça fait seulement 1 année que je suis de retour au Québec. Et en ce moment, donc, je travaille avec ce start-up dont on a parlé qui s'appelle Coral, qui vraiment essaie de transformer un peu le santé au féminin avec une approche où on parle beaucoup de mode de vie, où on essaie d'aider les femmes, puis on essaie de combler un gap qui, malheureusement, dans le milieu en ce moment médical, n'existe pas. Donc, de vraiment prendre le temps de parler du mode de vie, de parler beaucoup de prévention. Donc, c'est ce que je fais principalement en ce moment, de diriger au niveau médical cette plateforme de santé au féminin, surtout axée sur la périménopause, mais honnêtement, le sujet pourrait s'étendre à toutes les phases de la vie d'une femme. Comment je peux m'impliquer, moi, comme physio-périnéale? J'aimerais ça. Oui, tout à fait. Ben, oui, vraiment, on s'en reparle. Je suis inspirée. Ça se fait. À chaque épisode, je me trouve une nouvelle job. C'est rendu problématique. Puis, pourquoi ton intérêt pour périménopause, ménopause, maintenant, là, dans ta carrière, à ce point-ci? Oui, justement, dans les dernières années, je me suis beaucoup penchée sur la médecine préventive qui, des fois, est un peu non seulement négligée, mais même vue comme non nécessaire ou parce qu'on pense santé préventive, bilan préventif. Mais maintenant, on le sait, puis justement, avec toutes les annonces récentes, même du gouvernement, la prévention, sans la prévention, on ne s'en sortira pas comme système de santé au Québec. C'est vraiment nécessaire. Et donc, c'est ce que je suis allée creuser comme connaissance en Angleterre et au Québec depuis les dernières années. La médecine du mode de vie, le lifestyle medicine, beaucoup.
Et ce que je me suis rendu compte, puis j'ai toujours eu un côté quand même assez féministe, si on veut, d'aider les femmes. Puis non seulement la ménopause, on en a pas assez parlé, puis on a mentionné périménopause. Périménopause, c'est un terme que même moi en médecine, je ne me rappelle même pas avoir appris. Là, donc, c'est quand même assez nouveau comme concept. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est des années de transition, on va en reparler, là, mais c'est vraiment des années où non seulement il y a des changements physiques, mais il y a des changements biologiques, mais aussi c'est une période très difficile dans la vie d'une femme, souvent qui est entre deux, les enfants encore à gérer, les parents qui vieillissent. La carrière est au sommet ou les ambitions professionnelles peut-être. On approche de la cinquantaine souvent en moyenne. C'est vraiment une période vulnérable, mais c'est aussi une période où les décisions que tu vas faire sur ta santé en termes de mode de vie vont avoir le plus grand impact sur la femme que tu seras à 60, 70, 80, l'autonomie que tu vas garder. Donc, de jumeler ces genres de deux passions est venu à moi un peu par le bouche à oreille, de rencontrer la fondatrice de la plateforme, puis de dire, waouh, ça combine deux passions, d'aider les femmes dans une période aussi que, même au niveau du travail, les femmes dans cette période-là, les employeurs ou même quand elles-mêmes sont les patrons, on n'a pas les mêmes... la compréhension, les gens avec qui tu travailles, que ce soit les hommes ou les femmes, là, de comprendre qu'il y a des symptômes physiques qui peuvent t'empêcher, mais en fait, ça ne devrait pas. Il y a des outils. Donc, d'essayer d'aider les femmes à tout niveau, pas juste sur leur santé, mais sur leur impact dans leur vie aussi, je trouve que c'était vraiment important. Mais c'est fou parce que je me dis... Longue réponse. Non, réponse parfaite. C'est vraiment une belle Je réponse. l'encadrerais chez moi, là. Mais tu sais, je me dis, le petit dernier bout que tu dis, même avec ton employeur, c'est déjà difficile de faire comprendre dans le cadre du travail les règles. C'est comme être menstruée au travail, qu'est-ce que ça peut affecter, le cycle menstruel, etc. Puis je suis comme... on a déjà de la difficulté à expliquer ça. Puis la majorité des femmes n'ont pas de connaissances sur ce qui se passe dans leur corps ou, par rapport à la ménopause. Après ça, essaye de sensibiliser le reste de la société à fonctionner de ce côté-là pour soutenir les femmes. C'est quand même une grosse mission qui va prendre longtemps. Oui, puis on voit, les chiffres le montrent. Là, il y a énormément de femmes vers cet âge-là de transition qui décident de ne pas prendre de promotion parce que ce sont pas nécessairement adéquates, mais pas en mesure, leurs symptômes ou leur bien-être n'est pas assez fort ou elles ne sentent pas assez solides, ou manquent énormément de journée de travail parce qu'elles manquent de support aussi. Donc, d'essayer de trouver des solutions pour sensibiliser tout le monde, mais aussi aider les femmes à être à leur meilleur. Ouais. Puis, pour les personnes qui nous suivent, qui ont peut-être capté certains mots, ménopause, périménopause, etc., est-ce que tu es capable de nous définir qu'est-ce que la ménopause et aussi qu'est-ce que la périménopause? Ou autres concepts qui sont importants pour notre future conversation. Moi, j'aime ça, les définitions. La ménopause 101. La fameuse, oui, c'est ça, ménopause 101, fameuse définition. Bien, tu sais, premièrement, c'est comme l'adolescence. Toute femme qui se rend jusqu'à la ménopause va passer à travers la phase de ménopause. C'est inévitable. Donc, ça fait vraiment partie de la vie. Et comme bien du monde ou des médecins nous le rappellent, ce n'est pas une maladie, mais ça vient quand même avec beaucoup de changements et de symptômes. En principe, la vraie définition de la ménopause ou celle qu'on entend, c'est 12 mois sans menstruation dans un âge attendu, si on veut, en moyenne. Donc, en moyenne, la ménopause arrive vers 51 ans à peu près, 50-52, selon les sociétés. L'âge attendu normal de la majorité des femmes, c'est entre 45 et 55, à peu près. Mais il y a des femmes qui peuvent quand même avoir encore des menstruations passées 55, mais on parle de vraiment la grande majorité. Il y a des femmes qui, naturellement, vont vivre une ménopause avant l'âge de 45 ans. Et avant l'âge de 40 ans, on appelle plutôt ça une insuffisance ovarienne, dans le fond. Puis là, ça prend vraiment un suivi médical précis, adéquat, parce que ça peut amener d'autres problèmes de santé, parce que ça arrive très jeune. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de menstruation pour toutes sortes de raisons. Donc, elles ne seront pas en mesure de dire, ben oui, moi, ça fait 1 an que j'ai plus de règles. Tu sais, c'est une définition très théorique, là. Et entre autres, exemple, un stérilet qui fait que tu n'as pas de menstruation. Il y a des femmes qui ont eu une ablation de l'endomètre. Donc, on est allé gratter l'intérieur de l'utérus pour contrôler les saignements. Elles ont
plus de menstruation. Il y a des médicaments qui font que tes règles. Donc, il y a plein de. Et ça devient beaucoup plus difficile de mettre le doigt sur exactement quand. Mais il y a certains moyens qui peuvent quand même guider un peu ou des fois, on reste dans le néant. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on assume selon l'âge et là, la longue liste de symptômes aussi qui vient avec, dont. Parce que dans le fond, la définition biologique, c'est que les ovaires arrêtent de produire les hormones. OK. Donc, on en produit quand même, mais vraiment en quantité minime. Et c'est ce qui, les symptômes peuvent être vraiment pires quand cette chute est drastique d'un coup, comme ce qu'on appelle une ménopause chimique, exemple, causée par soit de la chimio, certains traitements ou même une chirurgie. Ça peut être très abrupt et amener beaucoup de symptômes. Quels symptômes? Oui, bien, les symptômes les plus classiques. Et puis, en fait, c'est un peu fou parce que la liste est très, très longue, mais longtemps en médecine, la seule indication pour traiter finalement la ménopause, c'est ce qu'on appelle les chaleurs, les bouffées de chaleur. Fait que, oui, c'est vrai que 80% des femmes, selon les stats à peu près, vont avoir ce genre de symptômes de bouffées de chaleur. Fait que ça peut être soit justement, je suis au travail en train de présenter, n'importe quel, ça arrive de même, là. En lavette, comme s'il faisait 50 degrés dehors, d'un coup, sans raison. T'sais, ça peut être à l'air climatisé. Fait que ça, c'est les bouffées de chaleur qui peuvent être super incommodantes. Ça peut arriver la nuit aussi. Il y a des femmes qui disent plus, j'ai tout le temps chaud. Mais vraiment, c'est la thermorégulation, le cerveau qui est capable de réguler. On est encore en train d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui cause. Donc, ça, c'est vraiment un symptôme très commun, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce symptôme-là. Ben après ça, on peut faire la liste, là, mais ça va de la tête aux pieds, finalement. Tous les systèmes, parce que les hormones, il y a des récepteurs d'hormones sur la majorité de notre corps, du cerveau, du cœur, la peau, la fonction, justement, génito-urinaire, la vessie, la paroi vaginale. Donc, la sécheresse vaginale est super commune, qui commence quand même assez tôt aussi. Les symptômes de vessie, on en parle pas souvent, mais les femmes font rarement le lien entre justement, oui, j'ai eu des enfants, c'est pour ça que j'ai des pertes urinaires. Oui, mais ça va s'amplifier avec la ménopause parce que les hormones supportent. Puis on a parlé d'estrogène, progestérone. La testostérone aussi est une hormone que les femmes ont. Oui, et qui est très importante et qui joue un rôle sur toute la fonction du plancher pelvien. Un des symptômes aussi, c'est les palpitations. Oui, Les femmes qui ont des palpitations cardiaques parce que les estrogènes, il y a des récepteurs au niveau du cœur. Puis ça, c'est assez fréquent pour les femmes d'aller consulter parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Puis c'est sûr que quand on a des palpitations, puis ça revient souvent, il faut quand même s'assurer, parce que pas tous les symptômes de ménopause sont causés par la ménopause. Il faut toujours s'assurer que les symptômes ne sont pas causés par d'autres problèmes. Comme la thyroïde, exemple, des fois, s'il y a un débalancement de la thyroïde, ça peut mimer des symptômes similaires. Fait que c'est important de faire le tour puis de regarder s'il n'y a pas d'autres causes. Mais ouais. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous ne savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. J'entends souvent des patientes me dire qu'ils ont des, puis je sais pas si c'est causé par la ménopause, là, mais des douleurs pluriarticulaires, mal à des articulations différentes, un peu de façon aléatoire. Oui. On trouve pas de cause biomécanique. Est-ce que ça en fait partie? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Puis c'est sûr qu'en même temps, ça aussi, ça peut être causé par d'autres choses parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut avoir des douleurs articulaires et musculaires. Mais on sait que les estrogènes ont un effet anti-inflammatoire. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a des estrogènes circulant naturellement, bien, ça nous amène cet apaisement-là. Puis parfois, quand ils disparaissent, bien là, il y a des affaires comme ça un peu plus inflammatoires. Puis ça peut être en combinaison aussi avec, tu sais, aujourd'hui, avec l'alimentation, tous les aliments, les produits ultra transformés
peuvent aussi causer de l'inflammation en bas brûlé. Tu sais, c'est tout, fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que c'est vraiment fréquent d'entendre les femmes parler de ces douleurs-là, articulaires. Puis, pour revenir à la ménopause, fait que la ménopause serait un 12 mois d'absence de règles. Oui. Périménopause, moi, ce que j'avais en tête, c'était le cheminement avant la ménopause. C'est comme les changements hormonaux graduels qui mènent à la ménopause. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce qu'on appelle la périménopause, c'est des années avant la... Donc, dans le fond, la ménopause, on dit 12 mois, mais on peut parler vraiment d'une année de transition ménopausique, puis qui fait aussi la périménopause. Mais la périménopause peut durer jusqu'à 7, 8, même 10 ans. En moyenne, même les femmes vont commencer à avoir des symptômes entre 4 et 8 ans avant la ménopause. Puis souvent, c'est à rebours seulement en disant comme... En parlant avec la femme qui est en train de vraiment de les vivre intensément, puis là, on fait la liste, puis ils sont comme « Ah, mais oui, mais ça fait 7-8 ans que j'ai ce symptôme-là, mais je pensais pas que c'était lié à ma... » Donc, il y a beaucoup de symptômes comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que contrairement aux années... en fait, on a encore un cycle qui peut être reproducteur dans les années de périménopause, puis c'est pas rare de voir des petites grossesses surprises en fin quarantaine. Fait que ça, peut-être qu'on en parle rarement aussi, des avortements en fin quarantaine, mais c'est un dilemme quand même. Puis j'en connais, j'ai des amis là, qui ont eu des bébés à 45, 46, 47 qui étaient comme « Oh, surprise! » Puis là, tu sais, tu te dis « Ouais, OK, je suis bien, j'ai ma famille, j'ai mon chum, mais comme c'était OK, mais là, ma carrière, enfin, je commençais à avoir un souffle. Puis là, est-ce que je le garde? Je le garde. Tu sais, c'est quand même un dilemme moral. Là. Tu l'as déjà fait. C'est pas comme... Oui, c'est pas la même question que quand c'est complètement différent. T'es pas certain. Mais il y en a peut-être aussi qui en ont jamais eu. Puis ils disent « c'est ma dernière chance. » Ah oui, c'est ça. Mais ça arrive. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que dans ces années-là de périménopause, le cycle peut être un peu déréglé. Donc, les hormones sont très chaotiques. Et ce qui fait en sorte que l'ovulation, justement, peut, tu sais, quand on... moi, j'ai toujours été super régulière, je le sais exactement quand j'ovule, fait que j'utilise même un peu le calendrier pour comprendre, tu sais, ça marche plus ou moins rendu dans ces années-là parce que même si le cycle reste des fois relativement régulier pendant plusieurs années parce qu'il se dérègle juste dans les dernières années de la périménopause. Au début, c'est plus d'autres symptômes qui arrivent. Le chaos des hormones. Donc, l'estrogène, exemple, peut être vraiment super élevé, même quasiment là, dans des pics comme proches de la grossesse, donner certains symptômes, puis quelques jours après, chuter super bas. Puis ça peut donner des symptômes aussi, mais des symptômes qui fluctuent plus, qui sont variables. La progestérone, qui est une autre hormone, va diminuer aussi, être un peu chaotique, mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des symptômes qui vont venir, disons, les PMS, là, les SPM, pire qu'avant. Fait que, disons, une fille qui a toujours eu un peu de symptômes un jour ou deux, ben là, ça va durer une semaine, puis ça va l'empêcher de travailler, ou, tu sais, ça va être super intense. Fait que ça peut vraiment être un symptôme de dire hey, j'ai vraiment commencé Parce que beaucoup de femmes vers fin trentaine, début 40, qui se demandent coudonc, ça a-tu commencé? Je suis en périménopause en ce moment, on en entend parler partout. Mais ça peut être un des signes que oui, probablement qu'il commence à avoir une petite insuffisance, un débalancement, quand les symptômes avant les règles devaient. Puis, tu sais, c'est au point là, que les femmes disent aïe, c'est fou. Moi, là, quelques jours avant mes règles, je le dis à mon chum, là, mais j'ai vraiment envie de le laisser. Là. Je suis comme, je le trouve insupportable. Il respire, ça m'énerve. Mais je comprends pas parce que tout va bien, je l'aime, mais je suis incapable. Tu sais, c'est ultra intense, là, c'est irritable. Ça, c'est moi, déjà. Classique. Non, mais moi, je peux pas. Moi, je prends de la contraception. Genre, je suis lesbienne, prendre de la contraception parce que... Juste pour ça. Ouais, juste pour ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui m'aime. Genre, je suis seule au monde. Puis... L'enfer. Mais c'est pas intéressant d'entendre ça. C'est fou parce que les femmes réagissent toutes différemment aux hormones. Toi, tu dis dans le fond que la pilule t'aide à contrôler ces symptômes-là. J'ai une pilule de progestérone. OK, c'est ça, juste de progestérone. Ouais. Mais des fois, c'est l'inverse. C'est fou. Tout est différent. C'est ça qui est compliqué aussi de comprendre. Donc, d'essayer de comprendre son corps, des symptômes, de le noter. Tu sais, maintenant, avec les applis et tout, je le vois, ma fille, elle a 14 ans, puis elle est déjà au courant qu'il y a 4 semaines, puis cette semaine-là, mon humeur, nanana. Je suis comme, mon Dieu, tu sais, nous, on savait pas ça. Encore, ils sont super, un peu plus... à l'affût. Oui, à l'affût, ils en entendent parler, puis il y a beaucoup plus d'outils. Bon, puis après ça, il faut faire attention aussi de
savoir des sources crédibles, là, ça, c'est l'autre enjeu. Puis, tu dirais que, ou les études plutôt le disent que le début de la périménopause pourrait débuter à partir de quel âge environ? Ben là, si on commence à 45 puis c'est 8 ans avant... C'est ça. Fait En fait, on est 40, on est là. Biaisé, en fait, parce que j'ai vu une publication passer dernièrement, mais je suis pas allée voir le lien des études et tout qui disait à partir même de 35 ans. Bien, en fait, c'est un peu comme... C'est dur à répondre puis à savoir souvent. Oui, en théorie, c'est possible à 35 ans. Parce que si on dit, ça se peut que ma ménopause arrive à 42 puis que les symptômes... Mais je trouve qu'à 35 ans, c'est très difficile de distinguer plus un débalancement hormonal pour toutes sortes de raisons que vraiment un début de périménopause. En bout de ligne, s'il y a des symptômes qu'on pense attribuer aux hormones, bien, c'est que oui, peut-être un débalancement, mais ça se traite plus difficile. C'est plus difficile de dire oui, vraiment, c'est à... Donc, en médecine, on fonctionne beaucoup avec la probabilité pré-test, si on veut, ou dans le fond, si j'ai une femme qui a des symptômes qui ressemblent beaucoup à la périménopause, ménopause, mais qui a 46 ans, bien, les chances qu'elle soit en périménopause puis que je puisse l'aider avec peut-être un traitement sont beaucoup plus élevées qu'à 35 ans. À 35 ans, les chances sont beaucoup plus élevées que ça soit très compliqué à traiter parce que malheureusement, il manque d'études, de recherche. Ovaires polykystiques, endométriose. Il y a plein de problèmes en santé féminine qui sont, je trouve, mal adressés depuis des années, sous-étudiés. Puis c'est là que ça devient très confondant, je trouve, entre 35 et 40, quand il y a des symptômes. Puis souvent, ce que je remarque, c'est après des grossesses, justement, surtout des grossesses vers la fin trentaine. On dirait que ça précipite parfois ces symptômes-là un peu de nouveaux, que les femmes disent « j'étais pas comme ça avant », on dirait que j'ai plein de changements hormonaux. Moi, je me dis, ça doit être tellement mélangeant de... Tu sais, dans le système de la santé, mettons, je me dis, OK, je suis une femme, j'ai des palpitations cardiaques et tout. Ça doit être à la fois comme validant et invalidant, dans le sens que tu te présentes tu vas consulter ton médecin, tu te dis, j'ai tous ces symptômes-là, des palpitations cardiaques, t'es super inquiète. Puis c'est comme, c'est peut-être la ménopause. Puis là, t'es comme, c'est la ménopause, je fais une crise cardiaque, tu sais. Ou au contraire, tu arrives avec des symptômes, c'est quelque chose de plus grave, puis ils sont pas capables de mettre le doigt dessus que c'est la ménopause. Fait que là, comme ils te font passer plein de tests, ça doit tellement être difficile de comme bien encadrer une femme qui vient avec des symptômes puis de dire que ben là, c'est une grande tranche d'âge, ça peut commencer aussitôt que 35 ans, mais jusqu'à 60, puis... C'est comment ça se retrouver là-dedans, mon Dieu. Oui, non, pour moi, c'est un sujet vraiment... puis en ayant travaillé à l'urgence principalement toute ma carrière, énormément de consultations pour ça, là, des palpitations ou des symptômes. Puis à l'urgence, puis même en médecine, on est un peu drillé à éliminer une maladie ou ce qui peut être grave ou dangereux. Bon, surtout à l'urgence, mais même dans un bureau de médecin. Puis il y a un terme que j'entends récemment, puis que je trouve le medical gaslighting. On l'entend. Qui me On est dans une chambre d'écho, il faut dire. Oui. Mais pour moi, là, ça explique énormément aujourd'hui pourquoi tant de femmes... Malheureusement, il y a plein de femmes qui n'ont pas le choix... toutes les cliniques privées, justement, en hormonothérapie, mais c'est parce qu'elles ne reçoivent pas le support qu'elles ont besoin et l'écoute dans le système public actuellement. Étant donné que la médecine fonctionne en mode, ben non, tu n'as rien de grave. Surtout en spécialité, c'est ça leur rôle. On est entraînés pour traiter des maladies. Fait que si, sur papier, en investigation, en bilan, tu n'as pas de maladie, ben c'est correct, t'es correct, t'as pas de problème. Oui. Mais ça, c'est très invalidant, là, quand toi, tu vis plein de symptômes, que tu te sens pas bien, que tu te sens pas toi-même. Tu as besoin d'aide et de support et d'écoute et de trouver une solution. Parce qu'en effet, j'en entends beaucoup, moi, de femmes qui vont au privé, même vont voir des spécialistes au privé. Là, ça n'a pas de sens, là, les prix. Là. C'est fou, là, parce qu'ils sont pas capables de trouver des réponses claires à leurs symptômes, mais ils n'ont pas de cancer, ils n'ont rien de grave. Mais moi, ce que je remarque là, au Québec, puis on le sait, les chiffres, là, puis par rapport au reste du Canada, le nombre de médecins qui sont allés au privé a explosé dans les dernières années. Mais en médecine de famille, la grande majorité des médecins à qui je parle puis qui ont décidé d'aller au privé, premièrement, beaucoup de ces médecins-là font moins d'argent que s'étaient restés dans le public. Fait que ça, c'est comme un mythe de penser que c'est pour faire de l'argent. Et ils s'achètent le luxe du temps. Donc, autant pour les médecins que pour les patients, c'est le fait de dire « Hey, je peux comme prendre une demi-heure. » Même, je veux dire, une consultation de ménopause, ça prend 1 heure. Là. Mais il n'y a aucun moyen dans le système public d'avoir ce temps-là comme médecin avec une patiente. C'est impossible.
Fait que pour moi, c'est vraiment un syndrome d'un malfonctionnement du système aussi, puis de peut-être aussi pas avoir les bons outils d'éducation ou d'écoute. Puis c'est là que je trouve que le virtuel vient aussi vraiment complémenter beaucoup parce que on le dit encore, je veux dire, la ménopause, c'est pas une maladie, c'est un changement d'état. Oui, il y a des choses auxquelles il faut vraiment adresser, un examen gynécologique, des segments, il y a un aspect gynécologique, mais c'est tellement plus complexe que ça. Puis il y a une énorme partie qui peut se faire soit en éducation. Déjà, si tu es au courant, tu lis les bonnes choses puis tu as des bonnes informations, bien, ça va t'empêcher d'aller consulter, manquer une demi-journée de travail pour juste quelque chose que finalement, c'était pas grave. Puis, tu peux poser des questions. Il y a comme tellement qu'on peut faire pour aider les femmes. Ça revient à la prévention. L'éducation et la prévention. Exact. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les femmes? Oui, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, si on donne un exemple, Marie-Lou ou moi, on arrive dans ton bureau. On va dire que tu avais un bureau en tant que médecin de famille. À 50 ans, peut-être? Oui, on a 48 ans. Ça fait quelques années qu'on a des symptômes. Ouais. Quelle devrait être une prise en charge? Puis j'imagine que c'est vraiment pas un one size fits all, mais c'est quoi les traitements les plus communs qu'on voit? Où est-ce qu'on s'enligne? Le grand classique là, que je vois en ce moment, c'est vraiment ça, le fin 48, 49, 50, là, puis là, la chaîne débarque. Fait que probablement qu'ils ont attendu trop longtemps avant de consulter. Ouais. Parce que les symptômes sont tellement intenses, empêchent de fonctionner, empêchent d'être soi-même. Mais, tu sais, à la base, la première chose, puis il y a un côté one size fits all dans le sens que, c'est de voir OK, c'est quoi les symptômes? Puis est-ce qu'il y a d'autres choses sous-jacentes? Fait que de faire vraiment une évaluation globale de la santé. Avec les changements hormonaux vient aussi une augmentation de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, le début d'un prédiabète, avec les habitudes de vie. Donc, de faire ce survol-là, de voir, OK, est-ce qu'il y a un débalancement de la thyroïde? Est-ce qu'il y a un début de diabète? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes médicaux sous-jacents? Puis ensuite, de parler des piliers de la santé. C'est vraiment, vraiment important. Puis souvent, les femmes vont dire, mais je comprends pas, je fais tout comme avant, puis ça marche plus. Tu sais, ça marche plus de la même manière. Ça, c'est comme presque 100% du temps. Ouais. C'est quoi les piliers de la santé? Donc, en fait, il y a différentes façons. Là. Il y en a 10, 4, 5, 6, mais le lifestyle medicine, c'est vraiment une nouvelle discipline, une spécialité internationale qui est de plus en plus reconnue. Au Canada, on n'a pas encore d'association. C'est dans mes plans. Mais en ayant travaillé au UK, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je suis en train de faire leur accréditation. Puis, je collabore même justement là, pour essayer de voir comment on peut développer ça ici. Wow. Et officiellement, les 6... Puis, en fait, je vais prendre un petit pas de recul parce que c'est quand même un sujet qui me passionne, là, mais les 3 grands principes du lifestyle medicine, c'est de ce qu'on appelle les socio-déterminants de la santé. C'est de prendre en compte qui t'as devant toi. Pas juste lui dire « fais ci, fais ça », parce que ça marche pas. Puis beaucoup en médecine, c'est ça, c'est bouge plus, mange moins, fais ci. Non, ça marche pas. Faut que tu comprennes de où elle vient, le patient, quel genre de valeurs culturelles, de milieu, socio-économique, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités d'agir non plus. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, les 6 piliers que je vais vous nommer. Et l'autre aspect, le grand principe, c'est l'aspect coaching. Puis ça aussi, en médecine, on l'apprend pas assez à comment parler à un patient pour qui se responsabilise finalement puis trouve des ressources en lui pour changer ses habitudes. C'est un peu comme de l'entretien motivationnel, je me trompe? Tout à fait. Ça fait partie des outils. Entretien motivationnel, oui. Oui. Donc, en partenariat, le patient partenaire, maintenant, c'est vraiment mis de l'avant. À l'Université de Montréal, il y a un nouveau programme fantastique. Donc, d'impliquer le patient dans sa décision puis lui faire comprendre aussi qu'il fait partie de la clé pour aller mieux, diminuer ses symptômes puis améliorer sa santé. J'adore tout ce que tu dis. C'est tellement beau. Ouais, ce que je trouve que, puis ce que je t'ai interrompu, mais ce que je trouve qui est souvent, je veux pas dire un problème, là, mais on va dire comme ça, un problème ou un frein à mes consultations avec mes patients, c'est que on est souvent habitué, j'ai du reflux gastrique, je n'importe quoi, je me fais donner du Pantoloc. J'ai du diabète, je me fais donner de l'insuline. Tu sais, c'est tout le temps un peu très passif comme rôle. Ouais, mais en physio. Oui, en physio, quand on leur dit de faire 2 minutes d'exercice, c'est difficile, tu sais. Mais je vois qu'avec le temps, j'en ai des patients que j'ai suivis pendant des années et des années et qui finalement voient l'impact de tout ça. Puis je pense que moi aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre pour, justement, comme tu dis, savoir qui est devant moi, comment est-ce que je peux aider cette personne-là à avoir un rôle beaucoup plus actif dans la santé, tu sais, dans sa santé. Comment tu peux allumer la petite
flamme, semer une petite graine qui va faire que, OK, oui, je peux prendre. Puis c'est. Historiquement, on s'est habitué à ce que le docteur règle ton problème. Tu vas le voir, il donne une pilule magique. Puis c'est comme ça aussi qu'on a été un peu entraînés. C'est vraiment toute l'industrie de la pharma, là, les guidelines, ils sont pour ça. Les prises de sang, c'est OK, est-ce que c'est dans le range normal? Sinon, c'est pas normal. OK, on donne un traitement. Mais est-ce que c'est optimal? Tu sais, quand on regarde les prises de sang, les références pour beaucoup de marqueurs sont faites en fonction de est-ce qu'on va donner un médicament si c'est en dehors du range de référence. Mais il peut être en dehors, il peut être normal, entre guillemets, mais pas optimal. Puis là, on le sait qu'on s'en va dans un mur, puis que dans 10 ans, on va le développer, notre diabète. Mais personne ne nous en parle parce que ça n'implique pas encore un médicament. Et qu'il faut vraiment... Puis le patient s'est habitué à ça, le médecin s'est habitué à ça, avec éduquer les patients à se réveiller, puis oui, il faut faire un effort, c'est ça. Puis je dois avouer que ça me fait très, très peur, la venue de l'Ozempic, parce que c'est un peu ça. C'est comme la pilule magique qui règle tout. Oui, ça fait peur. J'ai beaucoup, moi, de patients qui ont commencé à en prendre. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est ultra efficace. Mais c'est ça, c'est pas une pilule magique. En fait, c'en est une un peu, c'est pour ça que ça fait peur. Parce que ça amène d'autres problèmes. On travaille pas vers une société qui a des bonnes habitudes, des saines habitudes de vie. Non, c'est ça. Puis en périménopause, c'est vraiment un clé d'être capable d'adresser ça parce que ça fait partie, oui, à l'hormonothérapie, puis on va en parler, mais là encore, c'est pas tout le temps miraculeux si on fait pas des changements dans notre quotidien. Puis il faut pas avoir peur de faire des essais-erreurs et de changer ses habitudes. Puis c'est vraiment le last call, je dirais, parce qu'à 65 ans, 70, c'est vraiment trop tard. Exact. Puis il y a des choses, le corps est beaucoup plus résilient à 22 ans sur des mauvaises habitudes de vie. Fait que oui, on le tolère, ça va bien. On peut ne pas dormir pendant 3-4 jours. Tu sais, puis c'est correct, on se relève, puis ça va. On peut manger de la junk, on peut comme... Mais malheureusement, vers 40, 45, 50, le corps, il l'encaisse pas aussi bien. Donc, c'est super important de l'adresser. Puis les piliers dont tu parlais tantôt avant qu'on oublie. Oui, c'est ça. Donc, l'alimentation, c'en est un. Ça, je pense que tout le monde le sait. Puis, on peut rentrer un peu plus dans le sujet si vous voulez après. L'activité physique, puis en fait, je dis vraiment activité physique et non exercice parce que... il faut se mettre dans la tête, tu sais, pour diminuer là, à long terme, se sentir mieux les maladies chroniques, quelqu'un qui est sédentaire, qui fait à peu près 2000 pas par jour, on augmente à 8000 par jour, on diminue de 50 les maladies chroniques. Fou, là. OK? C'est majeur. Puis là, je parle juste de marcher plus dans une journée. Fait que d'essayer de prendre toute occasion de dire, hey, j'habite à 3 km de mon travail, peut-être que je pourrais le marcher à la place de prendre mon auto, si c'est possible. C'est sûr, c'est pas tout le temps possible, mais des fois, on a des réflexes vraiment très nord-américains de prendre notre voiture pour aller partout. C'est juste qu'il faut le mettre dans le temps, puis le planifier. J'ai eu la chance, justement, d'habiter en Europe dans les dernières années, puis par la force des choses, j'habitais au centre d'une ville, pas de voiture pendant 3 ans. Ça a été fantastique. Mais c'était fantastique aussi parce que tous les moyens de transport étaient très accessibles. Mais il faut que tu le prévois. Ouais. Fait que c'est un changement de mentalité aussi pour essayer d'aller chercher ces pas-là. De dire, hey, il y a un escalier roulant, mais il y a un escalier à côté. Qui, dans le métro, suit la file prend l'escalier roulant? Qui a 2 jambes et est capable de monter? Je veux dire, ça prend de l'accessibilité pour les gens en chaise roulante là, ou à mobilité réduite, mais si on a 2 jambes, on est capable de monter. Pourquoi est-ce qu'on prend les escaliers roulants? Il y a vraiment un côté par réflexe, pas juste par paresse, c'est comme il y a un réflexe. Fait que d'essayer de déconstruire ça, c'est clé déjà. On en gagne beaucoup juste en adressant ça. Ensuite, j'ai mentionné le sommeil. C'est un des piliers de la santé qui est vraiment négligé dans notre société et qui a probablement l'impact le plus majeur sur la santé et les symptômes. Quand les études démontrent là, que justement, on parlait de résistance à l'insuline, prédiabète, tu manques de sommeil, ça agit directement sur comment l'insuline fonctionne moins bien. Et puis pas juste ça, au niveau du métabolisme, au niveau de la santé mentale, c'est fou. Pour faire un petit aparté par rapport au sommeil, il me semble que
parmi les symptômes de périménopause et ménopause, c'est souvent justement bouffée de chaleur la nuit, insomnie. Dors moins bien. En tant que médecin qui essaie de prôner ces 6 piliers-là, dont le sommeil en fait partie, est-ce que tu serais porté à essayer de soit faire du coaching au niveau sommeil, mais même médicamenté pour favoriser le sommeil? Bien, tout à fait. C'est vraiment un enjeu majeur. Puis là, on parlait des bouffées de chaleur. Oui, ça peut réveiller, mais même sans bouffée de chaleur, c'est un des symptômes les plus prédominants que je vois, le manque de sommeil. Juste, je m'endors, mais je me réveille 3-4 fois dans la nuit sans raison. Je peux aller me rendormir. C'est super fréquent. Puis, là, on parlait des maladies, mais tu sais, les maladies cardiovasculaires aussi sont vraiment liées avec le manque de sommeil. Donc, d'aller... Oui, le coaching, mais il y a vraiment un côté hormonal à ça. C'est fou. Il y a des limites, là. Et de le traiter, ben, tu sais, de traiter le sommeil qui altère ta santé mentale, ta santé métabolique, parce que tu manques de sommeil, ben tu viens de gagner en santé, pas juste je dors mieux, je me sens mieux. Donc, oui, l'hormonothérapie peut vraiment faire des miracles à ce niveau-là, honnêtement. Pas tout le temps, parce qu'il y a des femmes qui ont eu de l'insomnie toute leur vie, puis que c'est pas miraculeux, mais puis en fait, en hormonothérapie, c'est assez récent qu'on parle des bénéfices de la progestérone uniquement, parce que longtemps, si je peux aller un peu plus techniquement, puis pour éduquer, c'est très mélangeant, mais c'est quoi, là? C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, les hormones qui diminuent Donc, on a parlé estrogène, progestérone, qui sont très... C'est ce que j'allais mentionner après, mais je les distingue parce que, dans le fond, estrogène, progestérone, c'est les 2 hormones qui sont très fluctuantes et qui varient beaucoup dans le cycle et qui vont vraiment diminuer assez drastiquement une fois que la ménopause arrive. Donc, on passe d'un état chaotique de moins en moins, mais de moins en moins, à presque à 0. La testostérone diminue tranquillement avec l'âge, mais n'est pas directement corrélée avec l'âge de la ménopause. Donc, elle est très variable. Et vers la mi-trentaine, à peu près, ça commence à diminuer tranquillement, puis on en a de moins en moins. Puis, c'est pas toutes les femmes non plus qui ont des symptômes pareils du manque de testostérone. Ça dépend aussi comment elle se lie aux protéines, combien de testostérone libre. En tout cas, il y a toutes sortes de différences entre les femmes. Et c'est plus doux, c'est plus graduel. Historiquement, l'hormonothérapie qu'on donne aux femmes, c'est estrogène et progestérone en ménopause. Ça, c'est comme classique. Il y a une étude une des pires études de l'histoire de la médecine, je pense, qui a été arrêtée abruptement en 2002. J'espérais que t'en parles. Oui. C'était dans mes questions à la fin, oui. Donc, puis je vais vous expliquer après là, pourquoi elle était si mauvaise. Mais en gros, depuis ce temps, les femmes, même juste en ménopause, on parle même pas de périménopause, on parle juste une fois que je suis en ménopause, je vis plein de symptômes, c'est la catastrophe. Depuis depuis cette étude-là, depuis 2002, la majorité des femmes recevaient même pas un traitement adéquat pour passer à travers ces années-là à cause de cette étude, qui est justement de supplémenter en estrogène progestérone. La progestérone, par contre, dans l'hormonothérapie en médecine, de ce qu'on s'en est fait enseigner, puis même encore aujourd'hui, ça reste beaucoup de médecins, c'est la manière dont ils l'approchent, c'est qu'on donne la progestérone seulement pour protéger l'utérus des estrogènes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand, en ménopause, une fois qu'on n'a plus de menstruation, puis qu'on prend des estrogènes, bien, l'utérus, l'endomètre, se met à épaissir et peut saigner. Fait qu'on, c'est comme si puis ça, on s'est vraiment rendu compte dans les études que si on prend juste l'estrogène comme ça en ménopause, bien, le cancer de l'endomètre de l'utérus se développe. Donc, c'est super important de prendre la progestérone aussi. Ça, c'est clair. Donc, ça a toujours été la seule raison. Puis les femmes qui avaient plus d'utérus parce qu'elles avaient eu une chirurgie, bien, elles se faisaient donner juste de l'estrogène parce que pour elles, c'était pas dangereux, sans progestérone. Mais on se rend compte aujourd'hui, puis il y a de plus en plus d'études, puis beaucoup d'expériences cliniques de beaucoup de médecins qui démontrent que la progestérone va atteindre des récepteurs partout dans le corps, pas juste au niveau de l'utérus, dont au niveau du cerveau pour le sommeil.
Donc, ça a vraiment un effet apaisant, un effet qui aide au sommeil. Ça peut avoir un effet sur la digestion. Il y a vraiment d'autres bénéfices que juste l'utérus. Donc, même les femmes qui ont plus d'utérus peuvent vraiment bénéficier d'avoir les deux hormones. Et même souvent, en périménopause, on se rend compte que c'est surtout cette hormone-là qu'on a besoin puis qu'on manque en premier. Parce que, comme on a dit, l'estrogène est super chaotique. Ça monte, ça descend. Fait qu'on n'en a pas nécessairement besoin, mais la progestérone, parfois, un peu plus. Donc, on peut jouer avec ça. Puis pour revenir, parce que j'ai dit que moi, je la connaissais, là, mais je pense que toi, tu ne connais pas, l'étude de 2002, Je connais tu as rien. dit. Ouais. C'était quoi exactement? C'était aux États-Unis, si je ne me trompe pas? Oui, cette fameuse étude, donc l'étude du YWHI, à la base, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Qui visait, le but, en fait, c'était un peu un but pharma encore, c'était de démontrer, parce qu'on sait, on revient un petit peu en arrière, on sait que tant et aussi longtemps que les femmes ont leurs propres estrogènes, donc naturels qu'on produit nous-mêmes, on est protégé des maladies du cœur et des maladies cardiovasculaires. OK? Il y a un effet anti-inflammatoire sur les vaisseaux, puis on le sait que les femmes développent beaucoup de maladies cardiovasculaires aussi, mais plusieurs années plus tard que les hommes finalement, parce que tant qu'elles ont leurs estrogènes, elles sont protégées. Donc, l'idée, c'était de dire, hey, mais si on en donne à toutes les femmes ménopausées, on va les protéger. Fait que c'était ça l'idée de base de l'étude. C'était juste de savoir si on pouvait donner de l'hormonothérapie à toutes les femmes. Ils ont pris une cohorte de femmes beaucoup plus vieilles en moyenne que l'âge de la ménopause. Donc, la moyenne des femmes avait 62 ans. Fait que c'est 10 ans plus vieux. Oui, il y en avait des femmes dans la cinquantaine, mais la moyenne avait 62. Fait que, c'est pas représentatif du tout des femmes auxquelles on s'adresse qui souffrent de leur ménopause à 50 ans. Et un des critères d'inclusion, finalement, de décider, oui, tu peux faire partie de l'étude ou pas, c'est qu'elle ne devait avoir aucun symptôme de ménopause. Bon, OK? c'est classique. Fait que là, dans le fond, on n'est même plus dans une situation où on décide, est-ce que c'est pour toi ou pas l'hormonothérapie? Parce que là, tu souffres et tu as vraiment besoin d'un traitement parce que tu vas pas bien. Et c'était vraiment de dire, on en donne à tout le monde. Puis c'est vrai que, donc, ce qui est sorti de ça, puis ce qui a fait peur à tout le monde, c'était au niveau des maladies cardiovasculaires, mais les femmes étaient plus vieilles. Fait qu'est-ce que c'est vraiment l'hormono ou c'est juste que naturellement, avec l'âge, il y avait plus de maladies cardiovasculaires? Puis toute la question du cancer du sein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des femmes, justement, n'avaient pas d'utérus, comme j'ai dit plus tôt. Donc, cette branche-là de l'étude, elle recevait que des estrogènes. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces femmes-là? Bien, elles ont eu moins de cancer du sein. OK? Donc, mais en 2002, ils ont décidé de, abruptement, les médias sont sortis du jour au lendemain, ça donne le cancer, on arrête, ça fait peur à tout le monde. Les prescriptions ont chuté de 75 à moins de 5 Puis depuis 20 ans, moins de 5 des femmes, encore aujourd'hui aux États-Unis, qui passent à travers la ménopause en souffrance, ne reçoivent pas un traitement adéquat. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio, qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme, afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. On a un petit segment mythe et réalité que j'avais fait, puis c'était les hormones bioidentiques peuvent causer le cancer. Mythe ou réalité? Justement, à cause de ça. C'est fou, parce que j'entends, moi, beaucoup de patientes le dire. Tu sais, je suis réticente par rapport aux hormones, mais il me semble qu'il y a des chances pour le cancer du sein. Puis... Oui. Ben, oui, ça, c'est un gros sujet. Puis je dois dire que même en médecine, c'est un sujet encore controversé. Il manque d'études pour préciser quelle hormone, quel combo, quelle femme, quel risque et tout. Toute la terminologie bioidentique, non bioidentique, naturelle, synthétique, tu sais, c'est super mélangeant. Puis même dans la communauté médicale, c'est pas tout le monde qui s'entend. Après ça, c'est une terminologie, OK? Fait qu'il faut comprendre ce qui est le plus important à comprendre aussi, c'est de la façon dont on les prend. Fait qu'on sait ce qui est le plus sécuritaire, exemple, surtout pour les femmes plus vieilles, là, qui se rapprochent du 60 ans, c'est de mettre les estrogènes sur la peau, par exemple, au lieu de les prendre en comprimé. L'étude dont on a parlé, c'était ce qu'on appelle synthétique, mais on s'entend que toutes les hormones aussi bioidentiques sont aussi synthétiques, sont toutes faites en laboratoire. Donc, OK? Ouais. Par contre, c'était des hormones, si on peut utiliser le terme non bioidentiques, même s'il y en a qui disent que c'est un terme marketing, dans le sens que
c'est pas des hormones qui, chimiquement, moléculairement, sont identiques à nos propres hormones. Donc, elles fonctionnent très, très bien pour les chaleurs, mais pas nécessairement pour plein d'autres symptômes qu'on a parlé, le sommeil et tout. Et je ne sais plus où je m'en allais. Je parlais par rapport au cancer. Ça cause pas nécessairement. Ouais. En fait, c'est ça. Les risques, il faut vraiment, c'est individuel. Par contre, on a parlé du cancer de l'endomètre. OK? Puis ça, c'est vraiment important à comprendre. Que ce soit bioidentique, non bioidentique, synthétique, whatever. Si on prend juste des estrogènes en ménopause, oui, ça peut donner le cancer de l'endomètre de l'utérus. Ça, c'est vrai. Tout le monde s'entend, puis il faut faire attention à ça. Pour ce qui est du cancer du sein, récemment, les études démontrent qu'on pense même que les estrogènes pourraient protéger. Puis ces femmes-là, à l'époque, en 2002, ont été suivies, puis il y a eu d'autres études qui ont été faites suite à ça. Puis effectivement, surtout dans la tranche d'âge de la cinquantaine, tend à démontrer que ça protège les maladies cardiovasculaires aussi, mais ça prend plus d'études pour dire qu'on en donne à tout le monde. Fait que c'est vraiment individuel. Puis tu sais, l'idée, c'est de traiter les symptômes, c'est pas en donner à tout le monde. Oui. Et de considérer les autres piliers. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais, Fidèle à nous-mêmes, qu'on ouvre 1000 apartés, je ferme toutes les parenthèses et je reviens au pilier. Oui, parce On a où je m'en vais à gauche, à droite. Activité physique, sommeil. Non, mais on est toujours comme ça. Puis des fois, on était comme, merde, c'était quoi notre question? Un mène à l'autre. On parle du sommeil, puis là, l'hormonothérapie peut aider le sommeil. OK, on définit l'hormonothérapie. Non, je trouve ça. C'est fait de sens. Bon, fait que le 4e pilier serait? Oui. Donc, 4e pilier, c'est tout ce qui est gestion du stress, bien-être mental. Donc, et ça, on le voit aussi en périménopause, comment cette gestion-là, cette résilience au stress, dans le fond, diminue. Fait que pour le même rythme, tout le monde a une vie effrénée, occupée. Pendant, ça va pas bien aller à ma ménopause. C'est comme si là, ça marche plus. Puis il y a beaucoup d'anxiété, des fois, des femmes qui n'étaient pas anxieuses du tout, qui le deviennent. Ça peut être lié aux hormones, mais ça peut être lié aussi à cette capacité à tolérer le stress. C'est comme de dire, hey, j'ai mon sac à dos, puis toutes les charges de ma vie, hey, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai une job de plus en plus prenante, puis ton sac à dos de plus en plus lourd, mais t'avances. Puis là, t'arrives devant la montagne, puis t'es juste plus capable de monter avec le même sac à dos. Tu sais, c'est vraiment... ça peut être vraiment difficile. Fait que c'est important d'intégrer. Vous me l'avez posé la question, qu'est-ce que tu fais pour décompresser et tout. C'est pas tout le monde qui a la même réponse, mais il faut prendre le temps d'être capable de calmer à chaque jour ce qu'on appelle le système parasympathique. Le sympathique, dans le fond, de tomber en parasympathique. Donc, en mode calme, en mode qui nous permet de se relaxer avant d'aller se coucher, qui permet de pas être tout le temps, on parle des fois du cortisol, l'hormone du stress. Ça, c'est un hormone majeur en périménopause qui fait que des fois, on prend du poids à cause de ça. On n'est jamais... Parce qu'on est tout le temps stressé, puis on prend jamais les moyens pour calmer ce stress-là à tous les jours. Mais il y a des gens qui méditent 5 minutes par jour, ça fonctionne. Il y en a qui vont écouter de la musique en marchant dehors. Chacun a sa solution, mais de trouver des techniques de relaxation, des techniques de respiration, ça prend 5 minutes. C'est comme les Kegels là, qu'on parlait. Non, mais tu sais, c'est comme 5 minutes. Il faut juste que j'y pense, que je le mette dans mon calendrier ou que je trouve un moyen pour être capable de le faire à tous les jours. Mais c'est, vraiment important. Puis, je t'entends parler, puis moi aussi, c'est souvent ce que je dis à mes patients. Tu sais, ça prend juste 5 minutes, ça prend juste 10 minutes, puis je suis la première à être mal chaussée. Puis, on a fait un épisode avec Charlotte Lemire, qui est ergothérapeute en santé mentale. Puis, j'aime faire un petit aparté en ce moment dans l'épisode pour référer les gens non seulement à cet épisode-là, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, et entre autres beaucoup de femmes, je suis un peu biaisée vu que je traite majoritairement des femmes, c'est comme, je comprends que ça prend juste 5 minutes, mais je ne le trouve pas dans mon horaire, le 5 minutes. Puis, autant que d'un point de vue, des fois, de professionnel de la santé, on est genre, tabarnouche, tu prends 5 minutes pour te brosser les dents, tu devrais être capable de trouver 2 minutes pour brosser les dents, mais 5 minutes pour faire autre chose. Mais en effet, on dirait que des fois, la vie va vite, tu te couches le soir, tu n'as pas vu ton temps passer. Des fois, de consulter en ergothérapie, en santé mentale, peut grandement aider à trouver ces outils-là. Parce que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que c'est une charge mentale de prendre le temps et d'y penser. Exact. Donc, d'avoir des outils pour s'en rappeler et l'intégrer pour que ça devienne un réflexe. Mais surtout maintenant, exemple, 5 minutes, on télétravail devant ton ordi, tu es assis toute la journée, de te dire, OK, 55 minutes de travail, 5 minutes de juste d'autres choses, marcher, faire 5 push-ups. L'application Pomodoro peut être le fun pour ça. J'essaie de trouver des outils pour les gens qui nous écoutent. C'est de voir comment de le fonctionner. Tu disais au début que
toi, il faut que tu fasses du sport à tous les jours, sinon moi, je fais pas de sport parce que je suis pas capable de trouver du temps pour faire du sport. Puis là, les gens sont comme, mais moi, je fais du sport à tous les jours. Si je fais pas de sport dans ma journée, ça paraît. Puis je suis comme, comment, tu sais, fait que c'est comme, dans le fond, il y a bien du monde qui sont capables. Mais c'est une question de priorité. Mais priorité mentale aussi, de dire, j'ai le mot de ma liste, puis tu sais, je peux pas m'en passer. Parce qu'il y a du monde qui n'a pas le temps de déjeuner le matin, puis moi, je pourrais pas penser commencer ma journée sans déjeuner. Ça me prend minimum une demi-heure à déjeuner parce que genre je déjeune puis tout. Fait que, mais ça, c'est impossible que je l'enlève de mon horaire. Fait que, en tout cas, ça dépend. Mais tu sais, ça revient à, je veux dire, quand on est médecin, on essaie de donner des conseils en habitude de vie. Chacun trouve sa façon que ça fonctionne. Puis c'est là-dessus. Il faut que tu trouves... Faut que tu y penses, tu prennes le temps, mais que tu vois qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis c'est pas la même chose qui fonctionne pour tout le monde. Je trouve qu'on est bon pour... tu sais, on parle tout le temps de stress. Tout le monde le sait que le stress, c'est pas bon. Il n'y a pas une personne sur la terre qui le sait pas, on dirait. Puis on dit tout le temps, on se fait toujours dire... Et malheureusement, parfois gaslighté sur des problèmes de santé en disant c'est parce que t'es trop stressé, t'es trop stressé. Pour moi, me l'avoir fait dit toute ma vie, je suis comme, je comprends, mais j'y arrive pas. Genre, j'ai besoin d'outils concrets. Puis en fait, j'ai pensé à Charlotte, parce que j'ai référé plusieurs de mes patients à Charlotte, je t'avais pas dit. Et j'ai eu des feedbacks. J'ai eu vraiment des bons feedbacks de patients. Encore une fois, bon, là, des fois, c'est un service un peu plus de luxe, on s'entend aller au privé, payer pour ça. Mais d'essayer de trouver des outils comme différents, des fois, pour la gestion du stress, c'est ça, je trouve difficile, des fois, à fournir à mes patients. Puis je trouve ça super intéressant, l'idée de l'ergothérapie en santé mentale, parce que, dans le fond, aujourd'hui, là, c'est l'anxiété dans la société, les femmes, encore plus les adolescentes, les taux d'anxiété ont quadruplé chez les adolescentes versus les garçons dans les dernières années. Les médias sociaux, puis oui, psychothérapie, ça fonctionne, mais d'avoir quelque chose de pratico-pratique. C'est ça. Fait que souvent, même psycho-éducateur peut aider. Ergothérapie. Dans le fond, c'est la même idée, c'est de trouver, puis tu sais, d'investir dans sa santé mentale. Oui, c'est consulter au privé, mais souvent, ça prend pas des milliers de rendez-vous, de dire, je vais aller au psy à chaque semaine pendant 1 an. Ou, non, c'est ça. Tu sais, ça peut être quelques rendez-vous, des outils pratiques, on les met en... Mais ça prend cette aide-là, ce coach-là. Oui, vraiment. Ouais. Donc, la gestion du stress comme 5e? Quatrième. 5e, c'est... connexion sociale positive. Oh, wow! Et la COVID a dû être... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Oui, c'est vrai. COVID et ménopause, parce que moi, je l'ai vu d'un point de vue plancher pelvien. Les femmes en ménopause ayant plus de fuites urinaires se coupaient beaucoup de leurs relations amicales, parce que c'est où est-ce que tu allais? Tu allais dans des lieux publics, souvent genre les parcs, mais il n'y avait pas de toilettes. Fait que souvent, ils s'isolaient. Pour ça, oui, je l'ai vu vraiment beaucoup. Mais là, l'isolet se déconditionnait. Oui. Puis là, on embarquait dans ce servicieux. C'est sûr, je pense à mon plancher. Wow. J'avais pas le choix de l'inclure. Oui. Mais, non, mais c'est ça. Ça me fait capoter bon exemple. Ce pilier-là. Ah, mais c'est tellement... puis, tu sais, j'en ai pas parlé dans l'alimentation, mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup mis de l'avant dans la science, c'est la diète méditerranéenne. Ah, wow. Oui. C'est vraiment dans la majorité des études, puis même si en nutrition, il y a beaucoup de débats en ce moment sur certains aliments là, que je pourrais parler, mais globalement, la diète méditerranéenne, tout le monde s'entend. Mais c'est quoi la diète méditerranéenne? Pour moi, c'est pas juste... Oui, c'est ça. La minestrone à tous les jours. C'est ça. Mais c'est ça, mais la minestrone, il y a des légumineuses. Mais, en fait, mais au-delà, puis la raison pourquoi je la mets... Moi, je mange juste à ma salade avec du feta. Genre, oui. Tout le monde aime ça. En fait, parce que tout le monde y trouve son compte dans la diète méditerranéenne. Il y a tellement... Mais la raison pourquoi je la mets en ce moment, c'est que la Méditerranée et la manière de manger, ce n'est pas que qu'est-ce qu'on mange. C'est comment on le mange, avec qui on le mange, à quel moment de la journée. Est-ce qu'on s'arrête pour manger et prendre le temps? Et ça revient au pilier de gestion de stress. Ça revient à toutes les piliers de la santé. Tout est dans tout. Non, mais c'est ça. Donc, puis c'est autour des connexions sociales. C'est de partager un repas. Donc, il y a ça. Aussi, au niveau de l'activité physique, de faire quelque chose qui nous plaît puis qu'on a envie d'y aller parce qu'on rejoint des amis. On le fait en communauté. Donc, la communauté est super importante dans la santé. Puis, on parle beaucoup d'isolement social. Justement, la COVID a mis en lumière énormément de gens qui vieillissent seuls ont cet isolement. Puis l'isolement social est lié directement à une pauvre santé. Donc, c'est vraiment, vraiment un pilier important. Il y en a qui vont le chercher avec la spiritualité. Au Québec,
beaucoup de gens sont athées, la religion ne fait plus partie, mais c'est sûr que c'est un côté positif, je veux dire, des communautés religieuses ou des regroupements parce que ça amène une communauté. Et c'est ce qu'on remarque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, ce qu'on appelle les blue zones ou les centres où il y a le plus de centenaires. Il y a comme eu des études dans le monde, observer les milieux de vie où les gens vivent le plus vieux et en santé. Ce qui a été surnommé les blue zones. Ben, un des piliers, c'est vraiment de vivre en communauté. C'est mon pilier préféré. Ouais, ouais. Et je dis positif parce que c'est pas toutes les relations qui nourrissent ça. Il y en a qui sont... Donc, c'est important aussi d'être capable de gérer ces relations-là puis de dire, cette relation-là, elle me draine plus d'énergie qu'autre chose. Donc, peut-être que c'est ça, soit le flusher. C'est un conseil non médical de dire. Prendre une distance. Mais des fois, dans la famille, que ça peut être compliqué, les liens familiaux, qu'on ne peut pas flusher, mais que ça ne nous aide pas à notre santé, fait que de prendre une distance, mais c'est ça. Et le dernier pilier. Donc, le dernier pilier qu'on inclut, en fait, c'est pas un pilier positif, c'est plus le pilier de éviter ou limiter toute substance ou comportement toxique et nocif. Répète ça, substance ou comportement. Comportement. OK? Fait que dans le fond, c'est les addictions, les dépendances qui font en sorte que on nuit à notre santé. Fait qu'il y en a, bon, exemple, la cigarette. Ça, c'est facile. Je veux dire, personne ne devrait fumer, ça n'amène pas vraiment de bonheur. On sait à quel point ça cause plein de problèmes, pas juste le cancer du poumon. Fait que ça, c'est une substance facile de dire. Après ça, ben, il y a des comportements comme le gaming, toute dépendance, là, aussi, tu sais, aujourd'hui avec les écrans, ça peut être vraiment faire en sorte qu'on s'isole ou qu'on augmente notre stress énormément. On s'en rend pas compte, les jeunes, là, en tout cas, c'est un gros sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais je pense qu'on banalise beaucoup. Je veux dire, c'est comme donner du crack à un enfant de 12 ans, là. C'est fait comme ça, puis tous ceux qui ont développé ces applications-là, ben ils n'en donnent pas à leurs enfants. C'est fou, je vous le jure que j'invente pas ça, mais ce matin, je m'en allais chercher mon communauto puis je devais marcher une petite distance et j'ai un jeune de peut-être 12-13 ans qui me fonçait dedans en marchant parce qu'il était à 2 pouces de son écran. Puis, genre, sa mère était derrière puis j'étais comme, mais voyons, comme ton enfant, genre, il fonce dans le monde parce qu'il est obsédé sur son téléphone en ce moment. Mais imaginez si nous, les adultes, on a de la misère à se gérer et à limiter notre temps. Un cerveau d'enfant à 12-13 ans et pas... Puis, il y en a qui... On pense qu'on est supposé de leur montrer à s'auto-gérer. Mais je salue la commission qu'il y a eu cette année pour que maintenant, dans toutes les écoles, on interdise les cellulaires. Oui, c'est intéressant. Je regarde les entrevues. Non, mais c'est indispensable. Peu importe ce qu'on va dire, c'est essentiel parce que c'est impossible de contrôler. Ça rend le travail de tout le monde difficile. Puis les enfants à 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils n'ont pas encore la maturité pour être capables de s'autoréguler et puis de contrôler cette dépendance. Finalement, c'est fait pour être... Ça sécrète les mêmes neurotransmetteurs chimiques dans le cerveau que du crack. Oui. OK? C'est fou. Est-ce qu'on donnerait du crack à un enfant de 13 ans en pensant que, genre, il va pas en redemander la semaine... Comme, je dirais, c'est... Fait que, oui, bravo, c'est pour la santé publique, vraiment... Il y a eu des gros débats là-dessus, puis des gens qui étaient pas d'accord. Il n'y a pas de débat, là. Mais je suis comme d'accord. Absolument. Vraiment. Non, puis on se rend pas compte de l'impact de la santé mentale, honnêtement, de ça. Donc, ça c'est un exemple. Mais l'autre exemple sur lequel, pour les substances, c'est l'alcool. Ouais. Puis l'alcool aussi. La bouteille de vino, le petit vin nature. C'est important. Non, mais c'est ça, parce que ça vient à la diète méditerranéenne, ça vient à partager. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des substances ou des comportements qui sont pas nécessairement toxiques tout le temps, puis qu'on devrait, contrairement à la cigarette, mettons, mais l'alcool, le vin fait partie aussi du mode de vie. Par contre, ce que j'essaie de sensibiliser les gens, on a bien peur là, du cancer du sein et tout ça, mais il faut savoir qu'à partir de 3-4 consommations par semaine, on augmente le risque de cancer du sein.
ils ont changé les guidelines dans 2 ans, 1 an, 2 ans là-dessus. Puis je trouvais ça fou. Je voyais beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Puis j'ai même des patients qui m'ont dit ça, qui me disent hey, il exagère. Puis c'est pas une question d'exagération. C'est pas Monique et Gérard qui se sont assis à une table en se disant bon, combien de consommation on va leur faire limiter par semaine. J'ai dit c'est à partir de combien de consommation par semaine tu augmentes grandement tes risques d'avoir des maladies X, Y, Z. On dirait que les gens, ils ont comme pas compris que c'était pas subjectif, là, ces recommandations-là. C'est ça, oui. Oui. Puis, tu sais, c'est vrai que dans tous les problèmes, au niveau des maladies cardiovasculaires, quand même, les études démontrent que ça aiderait. Bon. Mais pour tout le reste, la santé mentale, la dépression, le sommeil, l'alcool. Bon. Pour tout ça, le vin rouge puis le cœur, non? Bien, il y a le côté antioxydant, mais il y a le côté aussi diminuer le stress dans la nuit. Bon. Mais il y a peut-être d'autres. 5 minutes de méditation. Exactement, c'est ça. Fait que moi, l'alcool, c'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est de boire en pleine conscience. Puis je trouve que c'est tellement banalisé dans la société que beaucoup on boit par réflexe ou par pression sociale. Je sens une petite tendance à changement, mais tu sais, dans un événement social, si ça ne te tente pas de boire ce soir-là, parce que tu as le goût d'être en forme le lendemain, puis tu trouves que sur toi, tu te fais questionner, je veux dire, c'est comme pas... Ou soit tu es enceinte, ou il faut que tu dises que tu prends des antibiotiques. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal, là. On devrait être capable de juste un soir dire, ben moi, ça me tente pas, puis sans que personne, que ça soit un non-event. Tu sais. Fait qu'on n'est pas rendu là. Déjà là, ça va être un bon pas de dire, moi, je décide que ça me tente de prendre un verre, pas 3. Puis le troisième que je me fais servir juste parce que, est-ce que j'ai vraiment le goût de le boire ou c'est juste qu'il est devant moi, puis je le bois par réflexe? Fait que juste d'être capable de... C'est ça, d'être en... Je sais pas si la pleine conscience, c'est quelque chose que vous avez parlé un peu sur plein d'autres sujets, là. Mais par rapport à l'alcool, je trouve que ça s'intègre vraiment bien comme concept d'essayer d'être plus conscient de notre consommation puis de décider à quel moment ça me fait du bien aussi, tu sais, puis de juste comme ça, peut-être qu'on peut diminuer un peu. Je suis contente qu'on en ait parlé de ça. C'est vraiment... ça fait déjà 1 heure qu'on jase, là, ça va vraiment vite, mais j'ai adoré le format de cet épisode parce que non seulement, comme, tu sais, oui, on s'en venait pour parler de ménopause et tout, mais je pense qu'au final, c'est tellement sur les saines habitudes de vie que ça va aider tout le monde. Les saines habitudes de vie présentées de façon non plate. C'est pas comme il faut que tu manges tes X portions de fruits et légumes et que tu ne fumes pas. Je le sais. Non, on le sait, mais comment? Exact, c'est ça. Et à quel point c'est important. Oui. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir te réinviter pour parler de d'autres sujets. On dit ça à tous les médecins qu'on reçoit. On dit ça à tout le monde qu'on reçoit. Mais je suis contente si, dans le fond, ça peut s'adresser. Parce que, tu sais, votre public n'est pas juste en ménopause, là. Puis ce que je dis, c'est tellement vrai pour toutes les phases de vie. C'est juste que des fois, en ménopause, ça te tombe en pleine face. Tu n'as comme plus le choix. Tu n'as pas le choix. On est vraiment 20 à 50 ans, là. J'adore. On a de toutes les de plus en plus, ça l'augmente. Jeune, puis honnêtement, les études le démontrent, hein, le meilleures habitudes de vie tu as, le moins fort, pas tout le temps, là, mais il y a quand même une corrélation que tes symptômes de ménopause vont être, même au niveau des chaleurs. Je mange du ce soir. Si tu es très actif. Oui, c'est ça. Fais-toi tous les jours. On termine toujours l'épisode avec une question un peu plus réflexive, ouverte par rapport à ce qu'on a discuté. T'es prête? La première fois qu'on regarde les cartons. Oui, c'est ça. Grosse question, je m'excuse d'avance. Que changerais-tu dans la prise en charge médicale de la ménopause au Québec? Ça, genre, aujourd'hui, là, tu peux signer quelque chose, mettre en place quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, quelque chose d'assez facile et rapide. Moi, ce que je déplore, c'est ce que j'ai dit plus tôt, l'accès à l'hormonothérapie facile pour les femmes qui souffrent en ménopause. Je veux dire, on le sait, les études l'ont démontré, puis tout le monde s'entend, c'est sécuritaire dans la grande majorité des cas. La majorité des femmes qui n'ont pas d'antécédents de santé peuvent en prendre de façon sécuritaire pour quelques années, le temps d'aller mieux quand elles souffrent. Okay? Donc, pourquoi cet accès est si difficile? Est-ce que ça pourrait même pas être comme la pilule contraceptive, là, que les pharmaciens maintenant ont accès, peuvent en donner, ou qu'au moins que si les médecins... Puis ça devrait pas... Je veux dire, les IPS en première ligne, il y a tellement de moyens d'avoir des questionnaires et de regarder les antécédents, puis d'éliminer les facteurs de risque. Puis si tu n'en as pas, OK. Puis tu sais, j'ai un super beau guide de l'INES qui a été sorti pour enligner les prescriptions. C'est pas compliqué à amorcer. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être compliqué à ajuster. Mais pour les
femmes qui viennent de passer leur ménopause. En périménopause, c'est plus compliqué. Je pense que ça prend un accompagnement avec un professionnel qui s'y connaît. Mais dans les 5 premières années qui suivent la ménopause, où les femmes souffrent énormément, que l'accès à l'hormonothérapie soit plus facile, honnêtement, c'est essentiel à la santé publique. Ça, je savais pas que c'était pas accessible. Bien, c'est pas accessible dans le sens qu'il y a beaucoup de peur encore. Donc, ce que j'entends, c'est que beaucoup de femmes vont voir leur médecin de famille puis ils disent je m'y connais pas, je sais pas trop. On n'a comme pas été formés, tu sais. Puis, on a encore l'idée que c'est dangereux. Fait que c'est mieux de l'éviter. Puis souvent, les femmes, ils se font donner des antidépresseurs à la place. Ouais. Parce que l'antidépresseur est quand même encore en première ligne pour les chaleurs. Okay. Fait que c'est plus facile de donner. Mais tu sais, tu causes d'autres problèmes, là. Puis là, les femmes, ils prennent du poids avec les antidépresseurs. Fait que là, ils n'augmentent pas leur santé. Donc, oui, il y a une place pour les antidépresseurs, mais pour les chaleurs, non, merci. C'est super bien dit. Peux-tu poser la dernière question? Dernière question. C'est pas vrai, il y en a une autre après. C'est vrai que ça passe. On aime ça demander, ça passe le temps. On aime demander à nos invités de suggérer une autre femme inspirante à inviter à son tour au balado. Donc, si tu avais un nom en tête, femme inspirante que tu connais pas, que tu penses qu'il serait une bonne invitée pour nous, qui ce serait? Oui, j'ai quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà parlé de perte de cheveux en chimio? Non. On a Geneviève Evrel, mais elle a vécu un cancer, mais tu sais, c'est pas... Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une amie qui commence sa chimio pour un cancer du sein. OK. On y envoie vraiment beaucoup. J'ai une dizaine de femmes autour de moi, des amis proches même, qui ont eu des cancers du sein avant l'âge de 40 ans. Je capote de voir à quel point c'est prévalent aujourd'hui dans la société et jeune. C'est fou. Juste dans ma classe de médecine, il y en a au moins 5. Wow. Donc, 2 que je connais qui sont décédés. Désolée. J'ai une amie qui a eu un cancer du sein dans la trentaine, puis elle s'est dit, moi, je veux outiller les femmes pour passer à travers ça, puis pas juste les traitements, mais de garder ma féminité, de garder mon énergie. Elle a écrit une brique qui s'appelle « Un cancer en cadeau ». Et elle a milité pour, justement, le casque réfrigérant pour qu'il soit de plus en plus accessible avec la Fondation Garde tes cheveux. Donc, elle s'appelle Sophie. Je vous la présenterai. Absolument. Mais Sophie Reiss. Donc, elle déplace des montagnes. Elle a participé aussi au programme Patient Partenaire à l'Université de Montréal. Fait que c'est l'idée de dire, moi, je suis patiente. Puis elle n'est pas du tout en médecine. Là. C'est vraiment le côté patiente, mais outiller les patients pour savoir, à quoi t'attendre, mais quels outils, puis tous les piliers de la santé, de les intégrer. On n'en parle pas assez pendant tes traitements de chimio, comment c'est une année difficile où tu perds ton énergie, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour justement aider mon parasympathique? Quoi manger, quoi? Puis dans d'autres provinces, même du Canada, on est quand même plus avancé par rapport à ça. Donc, d'essayer de l'intégrer. Et aussi puis c'est un choix, je veux dire, de dire, moi, je m'en fous, mes cheveux, je veux juste comme ma survie. Puis mais pour les femmes pour lesquelles c'est super important de savoir même qu'ils peuvent, c'est compliqué, par exemple, là, de porter ce casque, ça prend de la glace sèche, des kilos. En tout cas, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais si tu as le support et tu as envie, ça existe. Donc. Regarde ça en tête pour ça, pour ces casques. Très bonne recommandation, si jamais tu veux nous mettre en autre sujet par rapport aux femmes. C'est quoi ta dernière question? Mais non, mais là, j'avoue, la dernière question, c'est tout le temps où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu es chez Coral. Sur les réseaux sociaux? Bien, en fait, vous pouvez suivre Coral, oui. Donc, c'est une super belle plateforme pour outiller justement les femmes à être la meilleure version d'elles-mêmes en périménopause, ménopause et au-delà. On a, c'est ça, donc c'est une plateforme virtuelle, puis moi, je suis la directrice médicale de cette plateforme. Donc, en tant que médecin, je fais des consultations. Comme je disais, oui, c'est privé, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le plus accessible pour outiller, puis venir. On se décrit un peu comme un support aussi en mode de vie, en coaching, au système de santé publique qui n'a pas cette place, malheureusement, en ce moment, pas le temps de faire ça. Donc, c'est vraiment un beau complément pour
Puis ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de médecins de famille disent « Ah, je veux t'aider, mais je ne sais pas quoi te donner, je ne suis pas encore au courant. » Mais bon, pourtant, il y a des beaux guides. Le guide de l'INES qui est quand même facile à lire et à suivre, mais il y a plein de femmes qui n'ont pas de médecin de famille non plus. Alors, c'est une belle façon d'essayer d'aider. Super. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Si jamais, je m'adresse aux auditrices. Oui. Si jamais vous avez aimé l'épisode, puis vous voulez le partager à quelqu'un dans votre vie qui passe au travers de cette période-là, je vous encourage vraiment à le faire, puis à aimer la vidéo, donner un 5 étoiles, vous abonner, etc. Puis nous, on va se voir mercredi prochain À 10h. à 10h, puis peut-être une autre fois. Oui, certainement, ça me ferait vraiment plaisir. T'as aimé ton expérience de podcast? J'ai adoré. T'as vraiment une Belle présence. belle présence. Je m'en ai dit belle vibe. Et puis, Mais moi aussi, vibe, je vais le dire. j'ai été 3 ans en anglais au UK, fait qu'il y a plein d'expressions qui me viennent en anglais. Puis là, j'essaie toujours de... Non, comment on le dit en français? C'est important. Je trouve que mes enfants, je le vois, là, tout est en anglais, puis c'est tellement important de préserver le français. Moi, je m'en fous. Non, oui, c'est important. Mais bravo pour ce que vous faites. Vraiment, c'est tellement important. Merci. Merci à toi. Bye tout le monde. Au revoir.